Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Rendez-vous Biblio. Je suis en compagnie de Mathilde Gaulin et de Catherine Montminy, deux professionnelles consacrées à promouvoir des pratiques éco-responsables. Aujourd'hui, elles aborderont le thème du compostage et présenteront la nouvelle campagne de promotion pour la sensibilisation au compostage et à la gestion des matières résiduelles. Mesdames, bienvenue à l'émission. Merci. Mathilde, on va commencer avec toi. Tu es coordonnatrice au développement durable à la Ville de la Chute. Ça fait combien de temps que tu occupes ce poste et qu'est-ce qui t'a amené là? Ça fait 2 ans que je suis coordonnatrice en développement durable. J'ai commencé à la Ville en tant que technicienne en environnement. C'était un nouveau poste qui était créé, donc c'était nouveau à la Ville de la Chute, quelqu'un spécialisé en environnement. Ce qui m'a amené là, c'est mes études. J'ai fait un baccalauréat en études de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. J'ai eu l'occasion d'être mis en contact avec Monsieur Benoît Gravel. Donc, j'ai été introduite au monde municipal de là. Puis, j'ai été mise au courant également qu'il y avait un poste qui s'ouvrait à la Ville. Donc, à partir de là, j'ai postulé, on passé l'entrevue. Puis, l'histoire a commencé là. Donc, ça va faire 3 ans, bientôt 4 là, que je suis à la Ville. OK, quand même. Quelques années, oui. Et tu nous parles aujourd'hui de la campagne « On gagne tous à composter ». Oui. Qui a lancé cette campagne et pour quelles raisons? C'est une campagne qui a été lancée par la RIADM, donc la Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne, en coopération avec la Ville. En fait, là, comment ça s'est présenté, c'est que la Régie offre la distribution des bacs bruns, des bacs bleus sur le territoire des 4 municipalités membres, donc Brownsburg-Chatham, Saint-André-d'Argenteuil, Saint-Placide, puis La Chute. Ils ont également une mission de sensibilisation. En tant que municipalité membre, en fait, toutes les municipalités membres ont bénéficié d'une collecte porte-à-porte de compost depuis des années. D'ailleurs, je pense qu'on est dans les premières municipalités au Québec qui ont la collecte porte-à-porte. Puis, on a tous un peu les mêmes enjeux au niveau du compostage avec cette collecte-là. C'est important, en fait, dans les municipalités, puis au Québec, dans le monde en entier, en fait, de valoriser nos matières. Puis le compostage est quelque chose qui est également là, quelque chose qu'on doit faire au niveau gouvernemental. Là, on a pas des restrictions, mais on a des guidelines à suivre, si on veut. Nous, à la Ville de la Chute, c'était dans nos plans là, de faire une campagne sur le compostage. Ça fait des années qu'on est sensibilisé à ça. Comme je l'ai mentionné, ça fait des années qu'on composte. Puis récemment, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de pression sur les municipalités à adopter des pratiques plus éco-responsables. Puis c'est tout à fait normal, puis on a tout à fait ces valeurs-là. Puis, le compostage étant un service municipal qui est offert, nous, ce qu'on veut, c'est le propulser, c'est inviter les gens à l'utiliser à son plein potentiel. Puis c'est sûr que nous, comme je vous dis, on avait dans nos plans de faire une campagne de sensibilisation. Puis justement, là, il y avait un budget à la régie qui était alloué à ça. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'unir nos forces, là, si on peut dire ça comme ça. On a décidé de nous... En fait, on a eu la proposition là, de piloter la campagne par l'entremise là, d'un financement de la régie. Cette campagne-là, en fait, c'est un travail d'équipe. Le concept de la campagne, c'est le travail d'équipe. On gagne tous à composter. On s'est basé, en fait, sur un thème, une thématique qui est vraiment... d'être un gagnant dans une équipe sportive, c'est un peu ça. Puis, on parle aussi d'équipe puisque la campagne, toutes les municipalités membres en bénéficient, tous les citoyens en bénéficient. Donc voilà, nous, en fait, précisément, la Ville, ça fait, je vous dirais, 3 ans là, qu'on a une réflexion sur le calendrier de collecte. En 2019, en fait, avant 2019, il n'y avait pas de collecte de compost à l'hiver. Puis ça, on s'est rendu compte que c'était une problématique sur le maintien des bonnes habitudes de compostage dans la population. Pourquoi il n'y en avait pas? C'est une bonne question. En fait, c'est parce que l'hiver... en fait, majoritairement, le compost était fait à la Ville pour les risques d'hiver. Puis en hiver, on n'en a pas. Mm-hmm. Puis aussi, on s'était dit, on exclut la personne qui parle. Je n'étais pas là dans ce temps-là, mais je pense que la réflexion aussi a pu être... la matière organique, c'est plus facile de stocker dans un bac pour quelques mois que des poubelles, que là, il y en a davantage. En fait, les habitudes sont comme ça. C'est comme ça que les gens vont gérer leur matière. Puis, je pense aussi que c'était peut-être moins, peut-être une priorité, si on veut.
mais la collecte était quand même offerte à chaque semaine durant la période estivale. Donc, il y avait quand même un bon service de collecte qui était présent, mais pendant 4 mois, il y avait un bris de service, si on veut. Puis c'est ça, la réflexion, le pourquoi, pas l'hiver, c'est ça. C'est que on s'est rendu compte que ça brisait les bonnes habitudes. Puis il y a également le projet Mission Recyclage Compostage Laurentide, là, dont Catherine pourra vous parler plus tard, qui a souligné ça, là, le fait que, autant pour nos citoyens corporatifs que pour nos citoyens réguliers, il y a une problématique là, au niveau du maintien des habitudes puis du service adéquat là, de ce qu'on génère réellement là, chez nous. Donc, on peut estimer qu'une poubelle, c'est à peu près 50% de ce que les gens vont mettre dans une poubelle qui est réellement de la matière organique. Donc, non seulement ça, mais le maintien des habitudes nous a mené à revoir notre calendrier de collecte. Donc, en 2019, on a ajouté une collecte durant les mois d'hiver. Puis, la réflexion s'est poursuivie. Puis là, en 2022, ce qu'on a décidé de faire, là, c'est encore une fois là, de bonifier le service en se disant, justement, pour ne pas briser cette habitude-là, encore plus, que l'hiver, il y a un maximum de 2 semaines entre 2 collectes. Puis bien sûr, là, on va garder les collectes estivales là, à la semaine. Donc, tout ça nous a mené à se dire, ça nous prend une campagne, justement, pour propulser, encourager là, la pratique du compostage, montrer aux gens que c'est la collecte qui a le plus dans le calendrier en termes de quantité de collecte, puis au niveau, en fait, là, de nos valeurs environnementales et d'où est-ce qu'on doit se situer avec aussi là, les politiques environnementales au Québec, on doit aller vers une réduction massive de l'enfouissement. Donc, tout ça a mené à nous dire qu'une campagne serait extrêmement pertinente. Puis, comme je vous l'ai mentionné, toutes les municipalités membres de la régie, on est tous dans le même bateau, donc pourquoi ne pas faire une campagne dont tout le monde pourra en bénéficier? Et puis sur le territoire, il y a le plus de gens sensibilisés possible à la pratique. Tu as mentionné le mot enfouissement. C'est quoi l'enfouissement? En fait, l'enfouissement, c'est une méthode là, dont on s'est doté là, à travers le monde là, pour gérer les matières résiduelles. En fait, là, une matière résiduelle, c'est quelque chose dont on va vouloir trouver une manière de s'en défaire. Puis l'enfouissement, l'incinération, c'est une méthode qu'on a. Je vous dirais pas que c'est la bonne méthode, là, mais c'est une méthode. Dans le fond, je vais vous donner l'exemple à la chute, au site d'enfouissement à la chute. L'enfouissement est fait dans des cellules. Dans le fond, c'est des cellules avec des membranes qui sont supposément étanches, mais en fait, qui sont censées être étanches, là, je pense qu'on le croit. Les matières sont empilées un peu c'est comme une lasagne de matière qui est faite, là. On a une couche de déchets, après ça, du matériel de recouvrement comme ça. Chaque cellule a une durée de vie, a une capacité, donc c'est pour ça que les sites d'enfouissement, on considère qu'ils ont une durée de vie. On peut pas enfouir à l'infini, non seulement dû au coût environnemental, mais aussi pour tout l'aspect social de la chose, là. Un site d'enfouissement ne pourrait pas déborder, ce serait inacceptable. Donc c'est à peu près ça, là, le principe de l'enfouissement. Là. OK. Donc, retournons à la campagne. Il y a un microsite qui a été mis sur pied pour la promouvoir. Quel genre d'informations est-ce qu'on peut trouver sur le site? Bien, le microsite nous sert majoritairement à recevoir là, le concours qu'on a. Donc, le concours, c'est du 7 février au 7 mars. Ça s'en vient. Oui. En fait... oui, tout à fait. Puis, dans le fond, ce site-là, on a décidé d'avoir quelques informations dessus là, pour pas intriguer les gens, mais donner un petit peu d'informations. Ce qu'il faut dire, c'est que sur le microsite, on a aussi un lien qui mène au site du 3210.com, qui est un site qui a été fait par la MRC, extrêmement complet, qui est vraiment axé sur la réduction des matières, mais qui nous donne une foule d'informations là, sur la gestion des matières résiduelles. Donc, le microsite, c'est un outil pour l'instant qui est assez, qui est, je dirais pas limité, mais qui est vraiment axé sur la campagne, sur le concours. On retrouve quand même des informations comme des petits trucs pour le compostage durant l'hiver. On a aussi une information qui est très importante pour les gens qui se mettent à composter. Comment aller se procurer un bac de compost auprès de la régie. Donc c'est à peu près ça. Ce qu'on souhaite, là, c'est que le microsite, on va le bonifier au fil du temps. On veut le faire vivre, mais on veut aussi en profiter pour être en symbiose avec le site du 3210.com là, pour pas dédoubler les informations. Là, mais le site nous sert pas mal à la campagne dans le sens où il y a le concours. Là. OK. Et puis, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, couramment appelé le BAP, c'est un organisme gouvernemental impartial relevant du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Cet organisme a récemment publié un rapport sur la gestion des résidus ultimes au Québec. Quelles sont les conclusions que ce rapport a démontrées? Bien, c'est drôle parce que le BAP, ça fait un certain temps là, qu'il a été lancé, environ 1 an en fait.
Puis les conclusions sont tombées là, début janvier, puis justement, ça a tombé un petit peu assez en même temps que notre campagne, ce qui est très bien parce que, en fait, la prémisse du BAP, c'est que le ministère a voulu se repositionner sur les différentes actions, puis en fait, les différents outils là, qu'on a au Québec pour améliorer la question de l'enfouissement, puisque, comme certains le savent, là, l'enfouissement, c'est la cinquième plus grosse cause de pollution au Québec. Ça génère juste l'enfouissement. Sans le transport, là, on est à peu près à 3 de génération de GES, qui est 3 ça n'a pas l'air énorme, mais ça l'est, pour une seule sphère d'activité. Puis, en fait, là, en 2019, il y a des statistiques qui sont sorties sur la quantité de matière résiduelle qu'un Québécois moyen va envoyer à l'enfouissement. C'était à 724 kg par année. Ça semble pas énorme, mais au final, ça l'est, puisqu'on est au Québec dans les plus grands producteurs mondiaux là, de déchets. Donc, il y avait, je pense il y avait lieu, je pense, de se questionner sur où est-ce qu'on s'en va en termes de politique gouvernementale, puis les objectifs qu'on s'était fixés, est-ce que c'est encore réaliste? Donc, le BAP s'est penché sur la question. Une des premières conclusions qu'il y a eu, d'ailleurs, c'est que cet objectif-là, l'objectif qu'il y avait, en fait, là, d'ici, je pense que c'est 2023-2030, là, j'ai comme un blanc de mémoire là-dessus, c'était de réduire à 525 kg par habitant par année qui est enfoui. Donc, environ 200 de moins, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais là, en fait, là, c'est ça, c'est un objectif qui est pour 2023. Puis en 2019, on était à 724 kg. Fait qu'on s'entend qu'on est à 30 de plus. Donc, le BAP a déterminé que, bon, ce serait pas tant atteignable. Selon la tendance actuelle. Donc, il y a d'autres conclusions là, qui ont été faites, dont le fait qu'on a à peu près 39 sites d'enfouissement au Québec. De ça, dans une vingtaine d'années, il y en a une dizaine là, qui vont être pleins. Puis on s'entend que remplir un site d'enfouissement, ça prend quand même un certain temps. Mais de se dire quand même qu'il y en a une dizaine qui vont être pleins, c'est que ça signifie qu'il va devoir en avoir une dizaine d'autres qui devraient ouvrir ou agrandir. Donc, tu sais, en termes d'acceptabilité sociale, agrandir un site d'enfouissement, c'est quand même un assez grand défi. L'impact environnemental des sites d'enfouissement aussi étudié, tu sais, on se rend compte quand même que c'est un mode de gestion de nos matières résiduelles qu'on a qui est pas là pour durer. En fait, les impacts sont assez énormes côté environnemental, côté social, côté économique aussi. Donc, c'était ça aussi l'idée du BAP, là, de voir vraiment c'est quoi l'impact là, des sites d'enfouissement là, au Québec sur les différentes sphères que j'ai mentionnées. Il y a aussi eu des conclusions en ce qui concerne, là, justement, comme je mentionnais, les différents objectifs. Au Québec, on a une politique québécoise de gestion des matières résiduelles, puis cette politique-là nous fixe justement certains objectifs. J'ai mentionné celui-là. Il y en a aussi en ce qui concerne là, les matières organiques. D'ici 2030, on est censé valoriser 60 de nos matières organiques. Présentement, on est à peu près 30 %. Donc, on est quand même assez loin de nos objectifs. C'est un peu ça aussi, là. C'est sûr que les conclusions sont assez frappantes là, du BAP. Là. On n'est pas dans le positif, mais bon. Ensuite, il y a aussi d'autres conclusions là, qui concernent la réduction à la source. Dans le sens où on sait que l'enfouissement, c'est peut-être pas une solution qui est très pérenne dans le temps. Donc, il faut, comment est-ce qu'on fait pour contrer ça? Le BAP nous dit qu'il faut absolument avoir des actions pour réduire à la source, avoir des outils réglementaires pour contrer l'usage unique, pour contrer l'obsolescence programmée, tout ce qui va justement mener à l'enfouissement. D'avoir un mode de pensée qui est davantage axé sur l'économie circulaire. C'est quoi l'économie circulaire? Oui, l'économie circulaire, c'est un mode de pensée économique qui s'éloigne, là, qui est à l'opposé là, de l'économie qu'on dit linéaire, donc extraction, utilisation, disposition. Donc, la finalité de ça est constamment l'enfouissement, ou de faire disparaître la matière qu'on a créée. En économie circulaire, ce qu'on essaie de penser, puis je vous le dis, c'est plus compliqué que ça, là, mais je le résume un peu. L'objectif, c'est de repenser la production des matières dans le sens où on est dans un monde fini, mais nous, on agit comme si on avait des ressources infinies, ce qui n'est absolument pas le cas. Une vingtaine d'années, trentaine d'années, cinquantaine d'années, c'était pas comme ça qu'on voyait ça. C'est bon, on extrait, on a des ressources illimitées. Maintenant, on est à la fin de tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? L'économie circulaire est une des solutions en se disant on va réfléchir différemment les produits, non seulement les produits, l'emballage également, pour se dire
on veut augmenter la vie utile du produit le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'on veut l'amener dans un cycle où est-ce que ça pourrait être utilisé. En tant que tel, mais ça pourrait aussi être utilisé dans un autre mode de production. Donc, la matière résiduelle qu'on est, au final, c'est plus quelque chose qu'on va être tendance à jeter, mais qui pourrait être transféré au prochain, ou même dans la même usine, disons, pour être réutilisé dans le mode de production. Donc, on comprend là, la circularité de la chose. On revoit vraiment là, comment on produit des biens, puis comment on s'en défait au final. Le BAP mentionnait aussi là, le fait qu'on doit se doter d'accès à davantage aussi sur l'écofiscalité, donc avoir des taxes qui sont peut-être plus axées sur l'internalisation des externalités, dans le sens où un produit, ça veut dire quoi? un produit qui est mis en marché, il faut que son prix tienne compte de son impact environnemental. OK. Dans le sens où, un produit va avoir un impact, au final, on va devoir s'en défaire, il va générer des externalités qui sont les impacts environnementaux, il faut que le prix en tienne compte. Je vais vous donner un exemple. En écofiscalité aussi, il y a puis quelque chose, je pense que les gens connaissent en général, le principe du pollueur-payeur. Je vais vous donner un exemple précis, là, justement, en gestion des matières résiduelles. Il y a certaines municipalités, puis c'est pas encore très appliqué au Québec, parce que c'est quand même relativement compliqué aussi, mais c'est qu'une personne, le service de collecte des matières résiduelles va être tarifié en fonction de l'utilisation. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir qui va réduire, qui va revoir son mode de consommation, qui n'utilisera pas beaucoup sa poubelle, au final, qui la met, exemple, une fois par mois au chemin. Donc, dans une année, on a mis notre poubelle 12 fois au chemin. Une autre personne qui la met à chaque semaine au chemin, on a comme on a un 52 semaines versus un 12 semaines. Et puis, si on utilise les autres modes qui sont des modes de valorisation dans la collecte, donc le bac de recyclage puis le bac de compostage, qui, eux, exemple, le bac de compostage est à coût zéro, puis le bac de recyclage est à coût vraiment moindre que le bac de déchets, on se rend compte que la personne, elle va avoir payé pour réellement l'impact qu'elle a eu. C'est-à-dire que un gros pollueur va payer davantage qu'une personne qui a fait des efforts, qui a valorisé. Donc, c'est un peu ça le principe. Encore là, l'écofiscalité, ça a beaucoup plus de facettes de ce que je dis là. Mais c'était entre autres là, ce qui était mentionné dans le BAP. Puis, c'est bien sûr... Là, donc, le BAP encourage ce principe, oui, ça? Tout à fait. Puis, en fait... c'est les résultats du BAP nous montrent que le gouvernement devrait davantage tendre vers ça. On a Recycle Québec qui devrait peut-être avoir plus de pouvoir sur comment en fait, sur toute la question des matières résiduelles, puis c'est une des conclusions du BAP d'ailleurs. Puis l'économie circulaire, l'écofiscalité, c'est toutes des choses qui sont dans sa mission, là. Donc, je pense que le BAP a juste souligné qu'il fallait frapper plus fort, dans le fond, là, que le gouvernement devait juste aller plus loin là, dans ses actions. Puis, bien sûr, ça souligne également le fait qu'il va y avoir une certaine pression qui va être mise sur le citoyen, sur les municipalités également, sur le coût de l'enfouissement. Tu sais, pour enfouir une tonne à chaque tonne de matière qui est enfouie, il y a une redevance qui est payée, puis après ça, il y a une redistribution. Présentement, il n'y a pas nécessairement de contraintes sur comment cette redistribution-là est utilisée. Mais dans le BAP, une des conclusions qui est mentionnée, c'est que, justement, en termes d'écofiscalité, ce qui devrait être fait, c'est que cette redevance-là devrait être redistribuée premièrement différemment, mais également, elle devrait être utilisée différemment. Donc, uniquement pour utiliser dans des programmes de réduction à l'enfouissement. Donc, on voit quand même que ces conclusions-là auront peut-être un impact là, sur les gens, mais aussi sur les municipalités. Donc, en gros, toutes les conclusions du BAP nous montrent aussi qu'il faut aller vers la valorisation, vers, oui, la réduction à la source, c'est évident, mais que justement des campagnes comme on fait là, de propulser une collecte qui tend vers la valorisation puis la réduction massive des déchets, c'est bien, là. C'est la bonne chose. Là. Oui. Parlant de municipalité, la Ville de la Chute détient une politique de développement durable et une planification stratégique allant dans ce sens. Quelles en sont les grandes lignes? En 2019, il y a justement la planification stratégique qui est sortie. C'est une planification stratégique de 2019 à 2025. Il y a eu des consultations là, qui ont été faites pour mener là, justement à cette planification-là. Donc, la Ville se dote d'objectifs et d'orientation là, en lien avec la réalité, puis qu'est-ce que la vision vers laquelle on veut aller, mais également qu'elle représente aussi là, les valeurs des citoyens. Puis tout ça a mené à, comme je mentionnais, des orientations. Là-dedans, on a, entre autres, là, une qui est précise avec les matières résiduelles, c'est devenir un leader en économie circulaire. Et dans là, les actions qu'on a, on a la promotion des 5 R.
puis qui sont les 5 R, là, il faut que je m'en rappelle, là, il y en a tellement. Là, que... Recyclage, j'imagine. Il y a recyclage, ça c'est évident. En fait, on a refusé tout ce qui est emballage unique, donc tout ce qui va finir par être enfoui. On a, Catherine, aide-moi là, si tu penses, là, j'ai comme un plan. Il y avait la réduction à la source. Oui, la réduction à la source, effectivement, refuser, réduire à la source. Les réemplois, réutilisation, réparation aussi qui est là-dedans un peu. On a recyclage, puis après ça, on a le retour à la terre. Hey, merci, merveilleux, beau travail d'équipe. Donc, c'est ça, on a le retour à la terre à la fin. Donc, c'est des grands principes en économie circulaire là, qui sont là-dedans. Puis on a également là, dans un des objectifs de cette orientation-là, on a justement la révision de la collecte municipale pour justement axer vers les modes de valorisation et non l'enfouissement. Dans le fond, d'essayer tranquillement là, de réduire massivement là, les quantités de matières qui sont enfouies. Puis la politique de développement durable, ben, c'était la première action de la planification stratégique. Là. Elle est également sortie en 2019. Elle a été adoptée au Conseil. Cette politique-là, ben, c'est vraiment une politique qu'on essaie qu'elle soit cadre à la ville, dans le fond, qu'elle structure un peu la gouvernance. Là. D'ailleurs, une des orientations de principe directeur là, qu'on a appelé, c'est vraiment là, d'adopter une méthode de gouvernance qui est axée vers la prise en compte des enjeux socio-environnementaux économiques dans notre prise de décision. Puis on a également on a également la promotion du développement durable. Donc, ce type de campagne-là, là, on gagne tous à composter, entre tout à fait là, dans la ligne de notre planification, mais également de notre politique. Là. Il y a même un concours associé à la campagne, n'est-ce pas, avec des beaux prix? Oui, des très beaux prix. Dans le fond, la campagne, comme je l'ai mentionné tantôt, en fait, dans l'ensemble là, de la campagne, on a différents outils. On a des spots publicitaires qui vont sortir. On a un beau motion design, là, justement, pour présenter la campagne puis le concours. Puis on a justement le concours qui était, selon nous, une bonne idée pour inciter les gens à aller voir le microsite puis juste à être allumés là, sur le compostage. Ce concours-là, c'est d'une valeur de 1 000 $. On va avoir 7 gagnants dans l'ensemble des municipalités membres, là, comme je mentionnais, de la RIADM. Le premier prix, c'est un abonnement à 18 paniers de fruits et légumes offerts par la Roquette d'une valeur de 500 $. Ouais, des paniers estivaux là, de fruits et légumes, donc de juin à octobre. C'est ça, c'est vraiment un beau prix. Ensuite, on a une jardinière écologique avec un support Caja. Dans le fond, la jardinière, le principe, c'est qu'elle est comme un peu autosuffisante au niveau de l'eau, donc c'est plus... on plante puis on laisse un peu aller, donc c'est vraiment le fun. Ça, c'est une valeur de 250 $. Puis les autres prix, là, c'est des certificats cadeaux là, de la Chambre de commerce et industrie d'Argenteuil d'une valeur de 50 $ chacun, là, qui va avoir 7 gagnants là, qui vont être nommés là, suite au mois du concours, donc du 7 février au 7 mars. Ah, c'est des beaux prix qui devraient définitivement inciter les gens. On l'espère! On l'espère! Rendre le compostage plus cool. Si les gens qui nous écoutent sont intéressés à en apprendre davantage, est-ce qu'ils peuvent se rendre quelque part en particulier, en ligne ou... Bien, c'est sûr que visiter le gocompost.ca, ça, c'est le microsite là, qui est dédié à la campagne. Comme j'ai mentionné tantôt, il existe toutes sortes d'outils, là, pas juste avec la campagne, mais qui parlent du compostage. Il y a le 321.0.com, qui est un site, qui a été mis sur pied par la MRC, là, toute une campagne, en fait, qu'il y a eu il y a quelques années, qui comprend énormément d'informations sur le compostage, où les gens peuvent m'appeler aussi. Là, je suis très ouverte à discuter de compostage avec les gens. Je sais que des fois, c'est un petit peu compliqué là, quand on change nos habitudes, mais quelqu'un qui voudrait se lancer dans le compostage puis qui a certaines appréhensions, moi, je suis super ouverte à parler aux gens puis à les aider, à donner des trucs, voilà. Ah, appelez-moi. C'est super, ça. Comment on peut te rejoindre? Vous appelez à la ville, vous demandez Mathilde Gaulin. OK, super. Merci beaucoup, Mathilde. Ça me fait plaisir. Catherine, à ton tour de prendre la parole. Depuis combien de temps travailles-tu à titre d'agente de sensibilisation en gestion de matières résiduelles à la MRC d'Argenteuil et comment t'es-tu retrouvée dans ce poste? Oui, bien en fait, moi, j'ai fait un baccalauréat en géographie à l'Université du Québec à Montréal. Puis j'ai fait un DESS en planification territoriale et développement local. Un DESS, c'est un diplôme d'études supérieures spécialisées, si jamais les gens se posaient la question. Dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai fait mon stage comme agente de sensibilisation en environnement à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. On travaillait avec les ICI, comme dans le cadre du projet. Les ICI, c'est quoi? Les ICI, c'est les industries, commerces et institutions. Okay.
Donc, dans le fond, c'est tout ce qui est, par exemple, épicerie, restaurant, les écoles, ça fait partie des ICI. Donc, c'est ça. Par la suite, j'ai eu le poste ici comme conseillère en gestion des matières résiduelles à la MRC d'Argenteuil dans le cadre du projet Mission Recyclage Compostage Laurentide, qui est dans le fond porté par l'organisme Synergie économique Laurentide. OK. Et en quoi consiste ce projet? Dans le fond, c'est le projet Mission, c'est une équipe de c'est une équipe de conseillères en gestion des matières résiduelles de 7 MRC dans les Laurentides, en plus de la ville de Mirabel. Donc, dans le fond, nous, on offre un service d'accompagnement qui est gratuit et personnalisé pour les ICI, justement, industrie, commerce et institutions. Nous, dans le fond, on veut favoriser l'optimisation de la gestion des matières résiduelles, donc améliorer le tri dans les ICI. Notre service est vraiment adapté parce que c'est, comme chaque ICI est différent, un garage automobile, une école ou un restaurant, clairement, ne génère pas la même quantité et le même type de matière. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller faire des visites dans les ICI dans le cadre du projet. Donc, c'est les ICI qui sont visés par le projet. D'accord. Et en quoi ce projet est-il pertinent? Ce projet est pertinent du fait qu'on sait que les ICI génèrent beaucoup de matière, mais on n'a jamais eu un portrait très clair de la situation. Donc, dans le fait d'aller sur place, faire les visites, ça nous permet d'optimiser le tri des matières recyclables et compostables et en même temps de récolter des données, ce qui nous permet de voir un peu les enjeux dans les ICI où il y a un problème par rapport à la gestion des matières résiduelles. OK. Et les visites se déroulent comment? Les visites, habituellement, je contacte les ICI, soit par courriel, téléphone, par porte-à-porte, ça dépend. Puis, aussitôt qu'il y a un ICI qui est intéressé, on fait une visite. Donc, je me déplace sur les lieux, on visite, on regarde tous les contenants de gestion de matières résiduelles, soit les bacs ou les contenants de déchets, de recyclage, de compostage. On regarde à l'intérieur s'il y a des contaminants. Dans le fond, les contaminants, ça serait, par exemple, dans le bac de déchets, si on retrouve du recyclage, mais le recyclage, il ne devrait pas se retrouver là. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut discuter avec la personne et lui montrer vraiment la façon de se départir correctement de tel type de matière, parce que souvent, les gens ne sont pas au courant que telle matière est recyclable. Donc, nous, on est là pour les aider, vraiment pour favoriser une meilleure gestion des matières résiduelles dans les ICI, considérant que les matières entre ce qu'on trouve à la maison et dans un commerce, par exemple, ça diffère un peu. Donc, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser au maximum les gens dans les ICI. OK. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'ICI qui te contactent à ce sujet? C'est plus moi qui vais les contacter pour le moment. C'est pour ça qu'on essaie de faire un peu plus de promotion pour le projet, pour encourager les gens justement à me contacter s'ils ont besoin d'aide, que ce soit seulement des questions. Comme Mathilde a dit, nous, ça nous fait plaisir de répondre à des questions puis d'aider à une meilleure gestion. C'est pour ça qu'on travaille là-dedans. Fait que même si les gens, si c'est juste une question, ils ne veulent pas nécessairement avoir des visites, mais ils ont une matière particulière, nous, ça fait partie de l'accompagnement qu'on donne. Puis si les gens sont intéressés à des visites, mais par la suite, on peut y aller. Il n'y a pas de problème. OK. Justement, après les visites, il y a même un service d'accompagnement qui est offert. Oui, c'est ça. Habituellement, on suit vraiment nos ICI tout le long de leur démarche. C'est ça le but. Chaque ICI est différent. Donc, des fois, ça peut être à savoir si l'ICI fait bien son tri. Est-ce qu'il y a besoin de davantage de contenants pour le recyclage, le compostage? C'est ça qui l'empêche de faire une bonne matière, c'est qu'il lui manque de contenants. Dans le fond, les visites servent vraiment à aller analyser les besoins, comment on peut aider l'ICI à optimiser ses matières. OK. Fait que dans le fond, la l'accompagnement se fait vraiment sur le long terme. Je fais aussi souvent des fiches des fiches de recommandation après les visites. Dans le fond, je relate un peu tout ce qui a été vu. C'est un peu une marche à suivre pour les ICI, à savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour s'améliorer. Puis c'est sûr qu'aussi, on fait des suivis après quelques semaines. On recontacte les ICI s'ils ont besoin d'une visite supplémentaire, des formations, est-ce qu'il leur manque de l'affichage, des choses comme ça. Fait qu'on suit vraiment nos ICI tout le long de leur démarche. Là, soit c'est pour améliorer le tri ou implanter une nouvelle collecte, par exemple. OK. Et est-ce qu'ils sont généralement satisfaits après ces visites? Je crois que oui, considérant que quand je les contacte, c'est eux qui, s'ils sont intéressés, ils vont me le mentionner. Donc déjà, le fait que l'ICI est intéressé, il y a une motivation à s'améliorer. Donc, le fait aussi que le service est gratuit, c'est un service d'accompagnement gratuit, qui a vraiment un suivi avec eux, habituellement, sont satisfaits de la démarche, selon moi. J'ai pas eu de commentaires négatifs, heureusement. C'est un bon signe. Oui. J'ai cru comprendre que vous avez entamé la phase 2 du projet en septembre dernier, mais avant d'explorer les enjeux de la phase actuelle, parlons un peu de la phase 1. C'était quoi votre objectif initial? Oui. Donc, la phase 1, c'était davantage d'aller se sensibiliser et informer au maximum les ICI sur le tri du compostage et du recyclage afin d'optimiser justement la gestion des matières résiduelles. C'était vraiment ça, c'était vraiment informer, sensibiliser, l'objectif principal. Et ça avait commencé quand? C'est en mars 2019, il me semble. OK.
Me semble. Il me semble. Dans le fond, la phase 1, ce serait de mars 2019 à août 2021. OK. Et quels ont été les résultats des visites aux ICI? Oui. Donc, dans le fond, c'est sûr qu'avant de voir les résultats, on peut dire, dans le fond, on a contacté 214 ICI, justement, entre mars 2019 et août 2021. On a pu en visiter 70 sur place, donc des visites comme je vous expliquais. Puis, en dehors de ces visites-là, j'ai pu, dans le fond, en allant faire des audits, dans le fond, c'est d'aller voir sur place le nombre de bacs. On a pu récolter, en plus des 70 visites, des données de contenants de gestion de matières résiduelles de 73 ICI. Donc, ça nous fait un meilleur bassin de données pour pouvoir justement analyser la quantité de déchets ou de matières résiduelles qui est générée par les ICI. OK. Dans le fond, avec ça, qu'est-ce qui ça l'a amené, c'est qu'il y a eu un ajout de 9 bacs de recyclage et 25 bacs de compostage quand même dans la phase 1. Donc, ça fait un potentiel de détournement d'environ 110 tonnes par année, ce qui est quand même considérable. Ben oui. Donc, on dit un gros bravo à tous les ICI qui ont amélioré leur gestion, qui ont ajouté une collecte lors de la phase 1. C'est grâce à eux qu'il y a eu un détournement qui est fait, là. Donc, félicitations à eux. Certainement, bravo à vous. Quel genre d'outils de sensibilisation avez-vous créé et déployé pour sensibiliser les ICI? Oui. Et on en a eu quelques-uns dans la phase 1. Il y a eu des fiches de tri et d'accompagnement qui ont été faites par les agents ou les conseillers, dans le fond, parce qu'il y a soit agents et conseillers. On a deux titres dans l'équipe de mission. Puis, dans le fond, il y a eu des fiches de tri et d'accompagnement qui ont été faites qui ciblent, dans le fond, des types d'ICI. Par exemple, pour un camping, ils ont une fiche d'accompagnement pour vraiment leur type de matière, c'est quoi la meilleure façon de gérer leur matière, des choses comme ça. Sinon, on a fait aussi des capsules qui se retrouvent dans le fond sur la chaîne YouTube de Synergie économique Laurentides, si jamais ça intéresse les gens d'aller voir, sur comment mettre en place le compostage dans les restaurants et les endroits accueillant le public, par exemple les campings. On a aussi fait des capsules, une par MRC par rapport à un ICI méritant. Dans le fond, c'est un ICI qui fait vraiment bien la gestion des matières résiduelles ou qui a ajouté une collecte de compostage, par exemple. Puis on est allé faire une petite capsule pour les encourager, justement, vu qu'ils avaient fait des bonnes actions, on les encourage en faisant une petite capsule sur eux. OK. Quels sont vos objectifs pour la phase 2? La phase 2, c'est un petit peu différent. La phase 1, c'était vraiment informer, sensibiliser. Pour la phase 2, on s'est vraiment concentré sur le détournement de matières organiques. Justement, c'est directement en lien avec le projet de la régie. Donc, c'est ça, c'est vraiment de détourner un maximum de matières organiques. On essaie de viser les grands générateurs, donc d'aller visiter les épiceries, les restaurants, les écoles, par exemple. C'est souvent eux des grands générateurs de matières organiques. Donc, on va aller les voir, les aider, les impliquer dans la collecte de matières organiques si ce n'est pas déjà fait. Sinon, juste les aider avec le tri des matières, par exemple. Mais en même temps, on veut rencontrer tout type d'ICI parce que même une petite quantité de matière organique qui est détournée, c'est vraiment important. Donc, n'importe quel ICI qui peut produire un peu de matière organique, on est là pour les visiter. Surtout, c'est vraiment ça, dans le fond, la phase 2. Plus axé matière organique, mais ça reste qu'on peut répondre à des questions sur le compostage pour le recyclage, pardon. C'est recyclage-compostage quand même, là. On n'oublie aucune matière. OK. Vous avez même créé des liens avec certains organismes pour favoriser le réseau des invendus, n'est-ce pas? Oui, exactement. En fond, dans le cadre de la phase 2, puisqu'on veut détourner un maximum de matière organique, les invendus, dans le fond, deviennent importants parce que les invendus, c'est des produits, dans le fond, qui proviennent de commerces qui vendent de la nourriture. Souvent, des fois, soit avec à cause des emballages ou des dates de péremption qui approchent, mais dans le fond, ces choses-là se retrouvent aux déchets. Fait que, dans le fond, on a fait un partenariat, si on veut, avec Moisson Laurentide et le Carrefour bioalimentaire Laurentide pour les contacter si on a des ICI qui sont intéressés à donner leurs invendus pour que, justement, on évite le gaspillage alimentaire et d'enfouir de la matière pour rien. OK. Catherine, parle-nous un peu du programme de reconnaissance Mission Recyclage Compostage Laurentide. Oui, donc dans le fond, c'est la mention fier participant, le programme de reconnaissance. Donc ça, on donne ça aux ICI que lorsqu'on est allé les visiter, soit ils peuvent avoir une gestion des matières résiduelles exemplaire, donc ils sont vraiment bons, ils sont sur la coche, comme on dirait, ou sinon, s'ils peuvent, mettons, ils veulent vraiment s'améliorer, ils veulent changer leurs habitudes, dans ce cas-là aussi, ils peuvent avoir la mention. Donc, on va voir quand on visite les gens, comment ils veulent changer, s'ils ont vraiment une motivation. Nous, on le voit tout de suite, les gens qui veulent changer, donc souvent, ils peuvent avoir la mention fier participant. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ça nous permet de promouvoir les ICI, justement, qui font des efforts, puis les présenter, puis de regarder, eux, ils font ça comme ça,
c'est possible, c'est facile, ils ont changé puis ils aiment ça maintenant. Là. Fait que c'est vraiment d'encourager l'ICI qui a bien fait, mais aussi encourager les autres à emboîter le pas. OK. Et puis, la mention « Fier participant », elle est affichée où? Ça dépend. Comme souvent, quand on va faire une visite et puis que la personne est fière participante, on la prend en photo avec une petite pancarte avec mention fier participant. Puis ça, souvent, ça se retrouve sur les réseaux sociaux. On fait comme un petit portrait sur l'ICI, pourquoi il est fier participant. Puis ça, c'est publié sur les réseaux sociaux. OK. Et qui sont certains de ces participants, justement? Pour la chute, on a quelques écoles. Par exemple, on a l'école primaire Saint-Alexandre, l'école primaire Saint-Julien, on a le Tremplin aussi. On a le Miyoko Sushi, qui a aussi ils ont commencé à faire du compostage l'année passée. Sinon, pour le reste de la MRC, on a le Fromage et compagnie aussi, ont ajouté 6 bacs de compostage. C'est vraiment impressionnant parce que je suis allée les voir et on m'a dit « Ah, j'avais vraiment envie de commencer le compostage. » Et grâce à ta visite, là, ça me donne le goût de le faire. Je suis retournée 2 semaines plus tard pour faire justement le tournage de la capsule que je vous parlais. Puis c'est ça, ils avaient déjà ajouté leurs 6 bacs. Ça faisait juste 2 semaines. Là. Il y avait plus de poubelles à déchets dans les cuisines. C'était seulement du compostage. Donc, eux, ils étaient fait participants. C'est très impressionnant. Oui, c'est vraiment bien. Et qu'est-ce que tu as remarqué sur les ICI à travers ton implication dans ce projet? C'est sûr que qu'est-ce qu'on voit dans les ICI, c'est que souvent, ils ne sont pas assez informés ou sensibilisés sur les matières qui doivent se retrouver dans le recyclage ou dans le compostage. Le fait aussi qu'ils ont des matières parfois peu communes, ils veulent justement, ils ont besoin d'en savoir plus, à savoir si c'est recyclable ou pas. Il y a aussi la question des services offerts. Des fois, ils ne sont pas au courant des services qui leur sont offerts pour mieux recycler. Ils ne savent pas nécessairement qui contacter pour avoir un bac supplémentaire. Fait que nous, on aide justement, on accompagne là-dedans vraiment pour les aider au maximum par rapport à ça. Fait que c'est vraiment ça, c'est une question de connaissance, d'information qui est plus difficile. Par exemple, pour la phase 2, même chose, les gens, quand on leur mentionne que le compostage, c'est assez simple, on leur explique, ils sont étonnés. « Ah, c'est à ce point-là simple. » C'est juste le fait de l'expliquer. Quand ils comprennent le processus de recyclage, de compostage, ça se fait tout seul. Fait que c'est vraiment d'informer, de sensibiliser au maximum. C'est ça qui va nous aider avec les ICI. Dirais-tu que le fait d'observer les changements qui sont entrepris par ces ICI, justement à cause de ton implication, c'est la partie la plus gratifiante de ton emploi? Oui, définitivement. Je trouve ça toujours bien de voir les efforts qui sont faits après les visites. Comme justement, je parlais du Fromage et compagnie, ça a pris 2 semaines pour instaurer cette collecte-là. Dans le fond, c'est d'aller voir les gens. Les gens sont intéressés à ce que tu leur dis, puis ils prennent des notes. Et souvent, ils vont nous venir, ils vont nous rappeler, ils vont nous renvoyer des courriels. « Ah, j'ai vu telle matière, est-ce que ça recycle? » Fait qu'ils restent vraiment avec nous, là. Fait que c'est sûr que c'est gratifiant de voir les changements qu'on amène grâce à nos visites, parce que c'est justement ces changements-là qui vont soit encourager eux à être encore meilleurs, mais en encourager d'autres aussi à emboîter le pas. OK. Et toi, Mathilde, dirais-tu que observer les changements, c'est la partie la plus gratifiante de ton emploi aussi? Bien, c'est certain, parce que quand on est dans un travail de sensibilisation comme ça, nous, notre désir, c'est d'offrir nos connaissances, d'offrir, de démontrer aux gens que c'est pas si compliqué, puis de voir aussi, je pense, la fierté, là, je sais pas si tu es d'accord, mais de voir la fierté des gens dans leur accomplissement. Ils ont appris quelque chose, ils l'appliquent, puis ils se rendent compte que non seulement c'est facile, mais qu'ils ont un impact positif. Je pense que cet échange-là rend ça clairement super gratifiant. La fierté que les gens ont, c'est presque mieux que la nôtre, si on veut. Là. J'ai souvent entendu des gens dire « Ah, je pensais pas que j'aurais pu faire ça. » Mais oui, c'est vraiment simple. Le compostage, c'est changer une poubelle pour une autre. C'est pratiquement ça, comme Mathilde disait, c'est 50% de la matière qu'on met aux déchets est compostable. Donc, c'est vraiment juste de comprendre le processus, comment ça fonctionne. Puis les gens, c'est vrai que les gens, souvent, sont fiers de ça. Puis après aussi, ce qui est drôle des fois, c'est quand les gens voient ça comme quelque chose de super gros au début, puis ils l'intègrent, ils le font, puis après ça, même, ils reviennent, puis ils disent « Ouais, dans le fond, je sais pas pourquoi j'étais aussi apeurée, là, tu sais, c'était pas si compliqué, mais tu sais, faut pas non plus réduire ça, là. Je pense que, comme n'importe quoi, un changement de mentalité, un changement de manière de faire, ça peut faire peur, c'est normal que ça le soit, fait que c'est pour ça
que quand on embarque là-dedans, après ça, il y a peut-être une plus grande fierté, mais c'est surtout le fun aussi quand les gens, après ça aussi, se disent, bah, finalement, c'est autant banal que le reste, là. Ça doit être encourageant pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas l'habitude de composter encore, de savoir que c'est peut-être pas aussi compliqué qu'ils ont l'impression. Ben je pense, puis, tu sais, c'est sûr que comme dans n'importe quoi, il y en a qui vont vivre des désagréments. Puis ça, des fois, ça nous frappe. Tu sais, souvent, on entend parler de gens qui disent « Ouais, moi, j'ai eu des verres blancs dans mon bac. » Ben, tu sais, c'est sûr que ça peut arriver. Il y a des gens qui ont des verres blancs dans leur bac de déchets également, là. Donc, c'est sûr qu'on peut en vivre des désagréments. Je pense que c'est important de pas lâcher, là. Tu sais, ça se pratique, avoir des bonnes habitudes de compostage. Puis c'est sûr qu'on peut se dire que c'est pas compliqué. C'est différent un peu que juste de mettre des choses dans un bac de déchets, là. Par contre, il y a toutes sortes de trucs qui peuvent rendre ça pareil. Puis, tu sais, aussi, je pense aussi que c'est important de faire comprendre aux gens que c'est pas du travail de plus. Parce qu'au final, quand on amincit sa poubelle, on sort moins le sac de déchets au profit de sortir un sac de compostage. Donc, au final, c'est vraiment pas plus énergivore là, comme pratique. Là. C'est vrai. Là, je viens de penser que j'ai oublié de mentionner un outil de sensibilisation qui est quand même assez important dans le cadre du projet Mission Recyclage Compostage. C'est l'onglet ICI. En fond, sur le site du 310 que Mathilde parlait tantôt de la MRC d'Argenteuil, il y a un onglet qui a été créé vraiment pour les ICI, toutes les fiches les fiches et les outils que j'ai mentionnés tantôt, avec encore plus d'informations sur comment faire bien une gestion des matières résiduelles dans les ICI. Ça a été mis en ligne donc sur le site du 310 de la MRC d'Argenteuil. Si jamais ça intéresse quelqu'un, on peut trouver plein d'informations là-bas. Puis il y a beaucoup de fiches aussi. Vous avez produit énormément de fiches. Je pense que tous les types de commerces qui existent pourront trouver une fiche qui s'applique à eux. Là. C'est vraiment cool. Ça peut être très intéressant. Est-ce que vous travaillez ensemble des fois, toutes les deux? Ben c'est arrivé un peu au début parce que faut dire que moi j'ai travaillé au début là quand j'ai commencé à être coordonnatrice en développement durable, il y avait une partie de mon emploi qui était consacrée au projet que Catherine fait maintenant. Puis ben c'est sûr que là la charge de travail à la ville c'est un peu augmenté là, donc c'est sûr que ça a fait que j'ai dû être retirée du projet puis Catherine est arrivée. Donc c'est sûr qu'on a travaillé un petit peu là pour la passation des pouvoirs si on veut. Mais pour l'onglet ici aussi oui, c'est ça. Puis ben c'est surtout que comme étant une personne ressource en gestion des matières résiduelles à la ville, on a échangé sur certaines choses des fois là. Donc oui, on travaille un petit peu ensemble. OK. Puis les différences dans vos emplois se résument à quoi? Parce qu'on dirait que vous faites quand même un peu la même chose, ou du moins la mission est pareille. Bien, moi, je pense que c'est vraiment concentré sur les ICI. Donc, tout ce qui est résidentiel, pour l'instant, ça ne fait pas partie du projet. Donc, moi, c'est vraiment avec les industries, commerces et institutions. Puis, je vais vraiment faire des visites. Moi, c'est ça le but premier, c'est de visiter pour détourner de la matière. OK. Donc, de mon côté, c'est vraiment ça. Là. OK. Bien, c'est sûr que moi, en tant que coordonnatrice en développement durable, je fais énormément de choses. Là. C'est sûr que je suis basée au service des travaux publics. Donc, c'est sûr que tout ce qui est collecte, là, avec mon directeur, on travaille ensemble là, pour un peu, comment je pourrais dire, là, pour guider la gestion des matières résiduelles à la ville, mais je suis aussi responsable de l'éco-centre de la ville. J'ai participé à la rédaction de la politique de développement durable, donc il y a certaines tâches qui sont ça. J'appuie certains divers services là, dans divers dossiers des projets en milieu naturel. Donc, il y a toutes sortes de choses quand même. Là. Je suis pas juste en gestion des matières résiduelles, mais c'est sûr que étant responsable de l'éco-centre, puis aussi là, de tout ce qui est matières résiduelles à la ville, ça occupe une place importante, mais c'est ça, on fait pas tout à fait la même chose, mais je pense que ce qui va se rejoindre, c'est la notion potentielle d'accompagnement. Donc, s'il y a moi, comme je mentionnais tantôt, s'il y a des citoyens qui ont besoin d'aide là, ou des questions, c'est sûr que je suis là pour répondre là, à leurs questions. Puis c'est sûr que si c'est quelqu'un qui a un commerce, je vais le diriger vers Catherine pour essayer de l'embarquer dans le projet Mission, qui est vraiment là, spécialisé avec ça. Puis c'est surtout que Catherine a les compétences parfaites là, pour diriger là, les ICI. Donc, c'est sûr que oui, il y a une portion de gestion des matières résiduelles, mais il y a aussi une amalgame de choses que je fais autres. OK. Catherine, tu fais combien de visites à peu près par semaine? Ça dépend. C'est vraiment... Habituellement, je dirais, avec la COVID, c'est un peu plus difficile d'avoir des visites. Mais dans mes temps plus occupés, ça devait être 3, peut-être 4 visites par semaine, parce que ça reste qu'avec le suivi, l'élaboration de fiches de recommandation, la production d'outils de sensibilisation,
les visites, c'est une partie importante, mais il y a aussi tout le suivi qui va avec. Fait que je dirais peut-être 3-4 visites dans mes temps occupés, là. OK. Oui. Et est-ce qu'il y a des saisons qui t'occupent plus que d'autres? Oui. Comme printemps-été, les gens sont beaucoup enclins à vouloir nous recevoir. L'hiver, c'est peut-être plus difficile, mais c'est encore là avec... Moi, j'ai travaillé qu'en temps de COVID, donc j'ai pas connu... Ah! Fait que tu sais, souvent, c'est restreint les gens dans les commerces, c'est restreint, où les gens ont plus ou moins de temps de te rencontrer par rapport à ça. Mais c'est ça, le printemps dernier, j'ai eu beaucoup de visites, ça a bien été dans ce coin-là, fait que j'espère qu'au printemps, tout le monde va se réveiller, il va fondre comme la neige et ils vont décider de m'appeler parce que moi, je suis prête à visiter les ICI. Et toi, Mathilde, est-ce que tu reçois beaucoup d'appels par semaine? Non, pas vraiment, là, pas concernant ça. C'est sûr que, comme je vous dis, c'est quelque chose que j'offre, là, mais c'est pas publicisé. Appelez Mathilde Gaulin si vous avez des questions en matière visuelle. Donc, non, je dirais que non, j'ai pas énormément d'appels de ce côté-là. OK. Et pour les gens qui nous écoutent, qui veulent commencer à entreprendre ces mesures-là, où est-ce qu'on peut commencer? C'est une bonne question. Moi, je pense que la première étape, c'est l'acquisition de bac brun, si on n'en a pas déjà. Donc, de faire un petit appel à la régie pour avoir un bac brun. Puis, je pense qu'une des premières étapes aussi, c'est de regarder c'est quoi nos habitudes de consommation. Je pense qu'il y a une bonne chose, là, comme on le mentionnait, c'est la réduction à la source. Fait que, au-delà de composter, de recycler, de réduire, là. Notre consommation. Notre consommation de biens, de changer un petit peu là, notre vision par rapport à ça. Je parlais des 5 R, tu sais, de refuser l'emballage unique. Je pense que ça, c'est quand même assez important. Mais c'est ça, de se faire un petit portrait là, de qu'est-ce qu'on génère à la maison. Par la suite, là, de voir si, qu'est-ce qui se passe présentement? Est-ce que toutes les matières que j'ai, est-ce que je les ai bien triées, tu sais? Puis si la réponse est non, c'est lesquelles que j'ai visées qui ne l'étaient pas. Est-ce que c'est des choses que je mets, que je pourrais mettre dans le recyclage, que je le sais, mais là, ça me tente pas de, tu sais, x, y chose. Et puis, c'est ça. Par la suite, avec l'acquisition du bac brun, c'est tranquillement cibler des choses. Beaucoup de gens vont vouloir commencer tranquillement, là, avec, on épluche des patates, des carottes. On va commencer uniquement par ça. On prendra pas tout de suite là, les restants de repas. On mettra pas tout de suite ça dans le bac. On va commencer tranquillement. Fait que, tu sais, je pense que pour ceux qui sont les plus craintifs, c'est de commencer pas à pas. De s'informer, je pense, là, directement sur les bonnes pratiques, sur les trucs pour éviter, là, exemple, les verres, les odeurs, là, de s'informer correctement, justement, pour pas que quand on commence, on vive directement une situation qui pourrait être désagréable pour nous. Ah là, finalement, ça pue, tu sais. Voilà. Oui, c'est pas mal tout dit. OK. Est-ce qu'il y a encore des ICI qui offrent des sacs en plastique sans charger le client? Ça, je pourrais pas dire, j'ai pas l'information. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas une initiative qui a été encouragée par des personnes qui font ton travail? Bien, dans le fond, c'est sûr que c'est une bonne question. Je pourrais m'informer par rapport à ça ou davantage sensibiliser les ICI par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a déjà beaucoup d'ICI qui soit ils chargent les sacs ou ils ont complètement changé pour des sacs en carton, là. Mais ça serait à voir pour je pense qu'il y a une portion de ce que vous faites aussi, c'est quand, tu sais, tout le take-out dans les restaurants, là, tu sais, je pense qu'il y a une certaine sensibilisation à réduire tout ce qui est styromousse. Fait que veux pas, ça inclut aussi tout ce qui est usage unique, donc les sacs en plastique. Fait que, tu sais, je pense que la sensibilisation que vous faites amène quand même une certaine réflexion sur tu sais, non seulement, oui, à l'arrière, dans la production, on trie bien les choses, mais aussi quand on offre aux clients, parce que tout ce qui va sortir d'un commerce a une influence aussi. Oui, c'est ça. Tout ce qui est take-out, tu sais... Ce serait quoi l'alternative, admettons? Ben, il existe une variété quand même assez infinie là, de produits, là, carton, tout ce qui est compostable. C'est sûr que je pense que le carton est un peu mieux. C'est une matière qui se composte mieux que les plastiques là, dits compostables. D'ailleurs, une chose qui est importante de mentionner, si les gens veulent utiliser des sacs de plastique compostables, c'est sûr que c'est vraiment pas l'idéal dans le sens où ça va pas créer un compost de qualité tant que ça. Donc, c'est sûr que nous, ce qu'on conseille le plus, c'est des sacs de papier, des boîtes de carton
cartons, des vieux journaux, là, tu sais, mettre ça là-dedans, tapisser le bac de ça. C'est sûr que ça, c'est vraiment ce qui est conseillé le plus, mais bon, c'est pas le démon, là, les sacs de plastique compostables. C'est juste que si vous décidez de faire l'achat de sacs de plastique compostables, de vraiment regarder que ce soit qui ait la norme BPI ou c'est quoi l'autre norme, là? BNQ. Oui. C'est ça. Fait que je pense que c'est important là, que les gens regardent ça, parce que juste la mention compostable, faut vraiment que ce soit homologué, là, que ce soit compostable et ne pas se faire berner par le biodégradable, s'il vous plaît. Ça n'est pas compostable. Non. Ah non? Non. Le oxo biodégradable, ça n'est pas compostable. Ce qui va arriver, c'est que c'est des sacs qui vont se dégrader un petit peu plus rapidement, mais ça va créer des microparticules de plastique dans l'environnement. S'il y a de quoi, je pense que c'est pire. OK. Mm-hmm. Ah, je savais pas ça. Ouais, puis dans le processus de recyclage aussi, parce que bon, les sites les sites de recyclage sont en mesure de recycler le plastique souple. En tout cas, à la chute ici, ça se fait. Les sacs oxo-biodégradables, ils contiennent justement un produit chimique qui va stimuler là, le fait que c'est biodégradable, donc ça va se dégrader. Puis ça vient contaminer le ballot complet de plastique, là. Fait que achetez pas ça. Ah, achetez pas ça. Achetez pas ça. Bien, je vous remercie toutes les deux d'avoir été avec nous puis d'avoir partagé toutes ces informations sur vos projets et la campagne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de t'avoir reçu. Oui, merci de t'avoir reçu. Si vous souhaitez vous renseigner davantage sur le compostage et d'autres sujets environnementaux, passez nous visiter à la bibliothèque Jean-Marc Belzile. On a tout plein de livres sur ces sujets. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous.